Aujourd'hui, je comptais parler de Property Based Testing. Est-ce que vous avez déjà entendu le terme? Pas du tout. Pas du tout. Ok, ok. Donc, ce que je voulais faire, c'était commencer par montrer les principes et montrer des exemples de ça, de tout ça en C#. En fait, c'est des tests dont on va voir des inputs qui sont mis de manière aléatoire, en fait. Et on les répète beaucoup de fois pour être sûr que ça marche, en fait, à tous les coups. Du coup, en fait, le but, c'est d'avoir des... Le but, c'est d'avoir une contrainte qui est vraie à chaque fois. Par exemple, si on additionne quelque chose à un nombre, ça va jamais donner quelque chose de plus bas. Vous voyez l'idée? Et du coup, ça peut être utilisé en complément des tests unitaires ou plus, hein, pour se simplifier la vie. Donc, la librairie dont on va parler là, ça va être FScheck, qui est une librairie .NET qui est faite en F# à la base, mais qui fonctionne tout à fait bien avec d'autres langages, euh, et qui permet donc de faire des tests, tests comme ça, avec ça. Donc là, on est en C#, c'est bien. Ça 3, ça fait le boulot. Ah, je suis en 6.0 sur ma machine. Sniff, sniff, sniff. Ce que je vais faire... Ah, je suis en console. J'ai pas mis... je vais rajouter un projet de test aussi. Nouveau projet. Donc, langage C#, test. On va juste se baser... Comme ça. On va faire du XUnit. Ça va à tout le monde? Ok. Ouais. Parfait. Donc, la première chose à faire, ça va être de rajouter en fait la librairie FScheck. Parce que c'est quand même cool. Donc, si on va sur Languette, il y a une librairie en fait qui est de FScheck. Et donc, il y a notamment fscheck.xunit. Je vais récupérer directement le package référence là, comme ça. Voilà. Et je vais utiliser la version 2.étoile. Parce que j'ai pas envie d'utiliser la bêta. Mais même si on regarde les versions, hein, on est en bêta depuis pas mal de temps. Hop, 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 hop. Donc normalement, ça va pouvoir compiler. Et donc je peux faire... Et là, en fait, ce que ça va me rajouter, c'est que je vais pouvoir rajouter un attribut property de fscheck.xunit. En fait, cet attribut, ce que ça va dire, c'est que si je passe un attribut input à la méthode et que je fais assert.equal input 1 par exemple, oui, soit par arguments, merci, je peux exécuter les tests. On devrait avoir un joli test qui plante. Donc voilà, là il dit qu'il a essayé avec 0. Et puis il a dit qu'il s'attendait à 1 et qu'il a eu 0. Donc forcément ça c'est, je veux dire, forcément ça c'est, je veux dire, le test, ça peut pas marcher quoi. Pour l'instant, tout va bien. Ouais. J'ai perdu personne Ouais. sur la manière dont fonctionne la librairie et tout. Donc, disons qu'on veut tester une librairie de bowling. On va faire des scores de bowling. L'idée, c'est pas de tout coder, mais en moins de montrer à quoi pourraient ressembler des tests pour ça. Donc, on peut dire que, par exemple, on pourrait dire score should always. On va faire should always be positive. On pourrait faire un truc comme ça. Score test. Comme quelque chose comme ça, c'est pas mal. On va dire qu'ici, je vais prendre une liste de lancers. Ça paraît pas mal comme type.
je vais devoir définir lancer. Et lancer, ça va juste être record qui va prendre int value. Ça paraît pas mal comme type. Ouais. Et donc moi ce que je vais vérifier c'est que si je prends si je fais un score de input, bah ça je vais dire que c'est toujours positif. Alors, t'as pas de greater dans nos trucs? Magnifique. Je vais installer une substitute rapidement. Condition. Pardon je Je te dis, ne t'es pas, tu mets le chou, condition, c'est bon. J'ai du mal à entendre. Là, tu m'entends bien? J'ai du mal à... je t'entends un peu, mais j'ai du mal à comprendre ce que tu disais en fait. Je vous disais, t'embêtais pas avec les méthodes que tu proposes, qu'on met un chou et une condition. Ah oui, on peut faire un trou, mais c'est quand même... C'est pas bien en termes de message d'erreur, du coup je préfère pas l'utiliser. Du coup là je vais faire un score. Ça va retourner un int pour l'instant. J'ai installé la bonne librairie. Ouais, c'est ça. Voilà. Fluent Assertion, c'est une très bonne librairie que je vous conseille. Qui permet de faire des jolies des assertions avec des méthodes d'extension, que c'est assez cool. Voilà. Et donc, bien sûr, si on teste ça, on va avoir des soucis. Pour l'instant, je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais dire que c'est input, c'est point. On va faire un point select. C'est point value. Ah, je vais juste faire un sum de. Je vais juste faire une somme. Le but n'est pas de réimplémenter le boolean pour l'instant en tout cas. Mais là, normalement, je veux dire, ça c'est une méthode correcte pour la plupart des utilisations du score de boolean, on est d'accord? Je veux dire, si on fait pas de spare et on fait pas de strike parce qu'on est nul, ça fonctionne. Et on a toujours un problème. C'est ce qu'il me dit. Il me dit que il m'a fait un throw de -1. Ce qu'on sait, nous, c'est que throws de -1, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une valeur de throw correcte. Et on peut se poser une question de comment on fait pour lui dire qu'en fait, on a fait un truc qui n'est pas possible comme ça. En fait, la manière dont on peut faire ça, c'est qu'à l'attribut property, on peut passer un arbitrary. Et ça, de mémoire, on doit lui donner le nom d'une classe. Donc on va faire une public classe arbs. Et là, on peut faire type of arbs. Ah oui, c'est dans une liste. Je me souviens. Voilà. Donc là, ça commence à ressembler. Et en fait, là-dedans, on va pouvoir faire un arb. Non, arb. Je vais renommer ça en bowling arbitrary, c'est mieux.
Donc, voilà. Donc, arb de throw. Je vais mettre au singulier throw, ça devrait être au singulier. Throw, je vais l'appeler pareil. C'est arbitraire comme ça. Tout. Oui, il ne retourne rien. Donc là, en fait, on va pouvoir, par exemple, on pourrait faire par exemple un generate. Et en fait, on sait que ce qu'on veut, là, en fait, on va pouvoir lui dire comment générer le froze. Et donc là, ce qu'on veut, au final, c'est un nombre entre... c'est ce qu'on veut générer, c'est un nombre entre... c'est un nombre entre 0 et 5. Entre 0 et 10. On simplifie, je sais que ça... En vrai, ça ne suffit pas. Mais... je vais pas me compliquer la vie. Je vais utiliser ce one-off. Il y a probablement une manière plus intelligente de faire ça. Et donc là, on peut faire un arb.from. Et là, je mets juste ça. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui se passe encore? Je sais que lui, il a des méthodes d'extension. Tu veux que je te passe une liste? Je te passe une liste. Ah, je prends ça. Sérieusement? J'avoue que c'est quelque chose qui peut être compliqué à écrire, dont je ne me souviens plus des détails. Ah, voilà, tout, c'est bien. Entre 0 et 10. Voilà, et arbre prend un gène. La différence entre les deux, ça va être que... Ah oui, il faut toujours faire un select, c'est vers new from de C. Parfait. Et donc là, si on relance ça, ah oui, la méthode sur les statiques. Le framework, il fait quoi derrière? Il détecte que... Il va regarder toutes les méthodes statiques de ta classe Bowling Arbitraries et il va exécuter ces méthodes-là? C'est ça. En fait, il va voir qu'il y a une librairie qui retourne un arbitrary de throws, en fait. Une méthode qui retourne un arbitrary de throws. Et du coup, il dit, ah oui, c'est comme ça que je vais le générer, je vais pas le générer par le truc par défaut. C'est ce que permet de faire cet attribut-là. Ça répond à ta question ou Oui, carrément, bien sûr. D'accord, ok.
À part ça, le code a été un peu compliqué à écrire. Je sais pas si je vous ai un peu perdu sur tout ça. Bah là, après, t'as un exemple de cas où c'est utile de tester comme ça, d'utiliser ça pour, parce que Euh, il pourrait pas, ce serait trop loin avec une base ou quoi. ben, un cas où c'était utile. Personnellement, un truc que j'aime beaucoup avec cette solution, c'est que on n'a pas, on a souvent pas besoin de générer des données de test en fait. Euh, Truc tout con, je veux dire, personnellement, j'aime bien l'utiliser en fait quand on se fiche complètement de, on se fiche complètement des données en fait. On a juste besoin de voir des liens entre les trucs. Si on veut un exemple, je veux dire, si on veut tester par exemple qu'on redirige, je veux dire, Après, en fait, c'est que tu veux tester un fonctionnement plus que un fonctionnement dans un jeu de données précis, et en fait, ça te permet d'avoir c'est ça. un Truc, peu, ouais, je veux dire, c'est pas assez, ça peut être pratique par exemple si tu veux vérifier que tu appelles bien ton manque, quoi qu'il arrive, tu vois par exemple. donc, ouais, ça peut être pas mal du coup, ça peut faire une espèce de stress test, juste sur ta, parce que là, tu vas vraiment utiliser plein de données qui sont pas forcément, qui ont pas la Aussi, cohérence que tu avais. aussi, ça permet de, c'est un des points forts du truc, c'est que ça te permet d'être sûr de détecter les erreurs en fait. Faut voir que parfois je veux dire, clairement, je veux dire, euh, il te permet je veux dire, il te permet d'un certain côté ouais, stress test, on peut dire ça, là, on sait que ça, c'est toujours, je veux dire, que là, tu vois, c'est un truc assez simple, clairement. On sait que c'est quelque chose qui va toujours être vrai. D'un certain côté, on pourrait même dire, et ça serait vrai, peu importe le bowling, que ça serait égal, que ça serait toujours plus grand que ça. De certains côtés, ça permet de rajouter des garanties dans ton code, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien. At least sum. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est vrai, hein. On est d'accord. Je sais pas jouer au bowling. Oui, d'accord. Bah, en fait, quand tu marques des points, tu les écris. Et quand tu fais des strikes, tu as des bonus en fait. Du coup, euh, quoi Ouais, qu'il donc tu arrive, tu as en moins ça. peux, De mémoire, il y a un score maximum. Vous pourrez aussi checker ce genre de trucs, tu vois. Euh, il y a un nombre de coups maximum. Ça te permet en fait d'un certain côté de au moins poser un cadre sur ce que tu as, tu vois. Personnellement, un truc que je vois beaucoup dans les tests, les tests unitaires du code métier, c'est que souvent on a des gros objets euh, que, euh, qui au final, on se fiche un peu de tout ça, tu vois. On s'en fiche un peu de tout ce qui est à l'intérieur, mais on a besoin de passer l'objet de toute façon. Je sais pas si tu as déjà eu ce genre de cas. comment ça, t'as besoin de passer ton objet de telle façon? Bah, t'as pas eu de. Je veux dire, t'as beaucoup de tests unitaires dans ton entreprise? Ah oui, oui, effectivement, il y a des tests où on peut se foutre un petit peu de la valeur de la demande Ouais. d'entrée, quoi. Ce qui nous intéresse, c'est la Euh, structure de la donnée, et puis après, c'est toi, si le résultat est cohérent, on arrête. ouais. Souvent, personnellement, j'ai pas mal. Chez nous, on a pas mal de tests legacy en fait, où on a des objets extrêmement complexes qu'on passe en entrée, et on a besoin de tout générer juste pour une petite partie, tu vois. Je sais pas si ça correspond. Je trouve personnellement que le problème de ça, c'est qu'en fait, quand on a des gros objets, ça peut être un peu difficile. Types peuvent être, les inputs peuvent être un peu difficiles à lire. Mais ça peut être une solution avec autofixture. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'autofixture. Ouais, bah justement, c'est ce que j'utilisais pour faire pour générer des mocks, en fait. Ouais. Mais Ben, ça, je
trouve que c'est une autre solution qui existe. Autofixture a aussi pas mal de points forts hein, à ce niveau-là. Mais ça, c'est le point fort en plus d'être assez, d'avoir les garanties et tout, en relançant les tests pas mal de fois. Quelques trucs à savoir. On parlait des morgues tout à l'heure. C'est que pour Xinit, ça c'est un test. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne va pas recréer la classe à chaque fois. Notamment, si tu fais un objet que tu vas substituer, que tu vas utiliser comme mock, faut bien penser dans ton test à le clearer manuellement, malheureusement. Ouais, parce que sinon il va garder dans son attribut ou quoi les valeurs. Oui. Un truc qui peut être utile, c'est que ça, c'est quand même assez loin à écrire à chaque fois. Je trouve personnellement. Et du coup, ça aurait été utile de pouvoir le mettre soi-même. Et du coup, ce qu'on peut faire avec ça, c'est bowling property. Property. Attribute. Et donc dans le bowling property, là on peut faire arbitrary égale ça. Comme ça on n'a pas à le répéter à chaque fois. Et donc là on peut mettre bowling property. Globalement, personnellement, j'ai mis ça en place sur quelques projets sur lesquels j'ai travaillé. Je crois que je suis à mon 3e projet où j'ai commencé à mettre ça en place. Les trucs que j'ai remarqué, c'est que ça permet d'être assez clair sur ce qu'on teste en fait, dans le sens où personnellement, j'ai tendance à trouver que un des challenges qu'on a quand on fait des tests unitaires, c'est de faire en sorte que, surtout pour des trucs assez complexes qu'on maîtrise pas beaucoup, de les rendre clairs. Pour moi, c'est important que les tests unitaires soient clairs. Et je trouve que justement, le fait de ne pas avoir à écrire la totalité des données aide. Un truc qu'on peut remarquer, en fait, c'est que c'est aussi possible de modifier un peu les inputs avant pour dire que, par exemple, truc tout con. Si on veut tester un truc, ça commence par un strike. On peut tout à fait, should always on peut faire un input. On peut toujours faire var x est égal à est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il y a un prépin qui existe? Ouais, il y a un prépin qui existe. New froze de 10. Du coup là on a un truc qui commence par un strike. Sans avoir besoin de tout recréer. Sauf que c'est score de input qui devrait être égal à 10 en moins. Ce test est complètement inutile, on est d'accord hein. Ah, qu'est-ce qui nous arrive? Ouais, il faut faire un... C'est parce que là, ça devrait être inénumérable. Ce que je vais faire, c'est faire un tout array. Yay! Donc, c'est ça qui devrait être ça. Handle strikes. Donc, mais je suis d'accord pour dire que Autofixture peut régler une partie des problèmes similaires et que parfois c'est probablement mieux pour des gros objets complexes. Même si parfois j'ai l'impression que Autofixture pour des objets à plusieurs niveaux peut être compliqué à utiliser. Je sais pas si ça a été ton expérience aussi. Autofiction, il est vachement.
Il y a beaucoup de code à écrire, disons, alors que ouais, comme ça limite beaucoup la quantité Ouais, d'écrit. ouais. Un truc Je sais pas. un autre truc qu'on peut faire, d'ailleurs, c'est qu'on peut créer des arbitraries. Euh, un truc qui existe dans les librairies, en fait, qu'ils ont, c'est que par exemple, si on, là, tu vois, on peut prendre int. Mais disons que on veut quelque chose d'un peu plus précis et qu'on veut un entier positif. Au lieu de faire un arbitraire toi-même, en fait, il y a déjà un positive int qui existe, en fait. Et là, tu peux faire input.get. Et du coup, là, on peut tester input.get should be positive. Ça devrait être vrai. L'intérêt que je vois dans le truc, là-dedans, en fait, c'est qu'il y a des types par défaut qui existent, qui sont en fait que des wrappers utilisés par Xunit pour savoir ce qu'on veut utiliser. Manifestement, quoi? Attends. Oui, en fait, c'était pas vrai, c'était pi positif or nul plutôt, mais ça n'existe pas, donc on va retourner en arrière. Euh, et du coup, il y a positive int qui existe, je sais pas s'il y a un negative int qui existe. Il y a aussi un non-empty array qui, de string par exemple. C'est quand même assez fréquent en fait d'être dans des cas où, je veux dire, parce que parfois tester les listes vides c'est bien, parfois on sait que ça ne nous concerne pas en fait. Du coup c'est bien d'avoir le choix. Un autre truc à voir c'est que on peut, et du coup nous on peut faire la même chose en fait. Si par exemple on veut gérer un strike, on pourrait par exemple, si on veut gérer un spare par exemple, on peut créer une classe spare qui va être x égale à choose machin. Et là en fait on peut faire un select first vers first 10-first. Bon là c'est pas vraiment un wrapper puisqu'on en met deux. On peut avoir des types pour ça en fait. Select from. Et là on peut faire un new spare de c.item de c.f. Plutôt l'inverse mais non, je voulais juste un record. Voilà. Peu importe on est donc et du coup là on peut utiliser notre type spare comme l'autre. Ou on peut faire un on pourrait imaginer un good for aussi par exemple. Un truc tout con, c'est que moi j'avais fait un valid object. Dans le sens où j'avais un record que je lui passais, qui en fait, truc tout con. Imagine on a un objet de config. On va tester qu'on prend bien notre config en compte. On va sortir Bowling, on va parler de config. Donc on a une string. On va faire un truc tout con. On va avoir
On va pas faire une config très bien designée. On va voir bool is using. On fait un config de quoi? Alors, voilà, on va pas se compliquer la vie. On va avoir un timeout. Non, c'est pas... String URL. Un des points faibles, c'est que le type URL n'est pas un truc qui est pris en compte par défaut, et qui a de générateur par défaut. Donc là, je n'ai pas envie de le refaire. Il faut savoir que si tu mets un URL ici, tu vois, il va te planter, mais tu as juste besoin de rajouter un arbitrary de URL pour que ça marche. Vous comprenez ce que je veux dire ou Ouais, carrément, pour la confiance, c'est pas... Hein J'ai entendu parler de confiance, mais j'ai pas compris de quoi. Ouais, mais la config, je dis effectivement, pour la config, c'est pas mal, je vois même dans les cas de figure. Ouais. Et en fait, on peut imaginer de faire un config with timeout ou config without timeout si ça. With un truc tout con, je veux dire, imaginons qu'on a un bool. Pour le coup, c'est un truc que Autofixer peut bien gérer ça. Tu vois, si on a un retry par exemple, on veut tester notre config avec ou sans retry. Autofixer le gérerait très bien en fait, ce genre de truc. Mais truc tout con, imaginons qu'on a un type date format par exemple, dans le sens où on veut formater nos valeurs d'une manière ou d'une autre. Idéalement, pour ce genre de truc, tu mettrais un record pour tout ça, mais on va ignorer ça. Tu pourrais vouloir faire une valide config qui a le date format formaté correctement. Dans le sens où on ne peut pas mettre n'importe quoi. Il ne va pas essayer de mettre accolade / dièse par exemple, parce que c'est pas... Oui, on sait qu'on le gère pas, mais on s'en fiche. En tout cas, pas pour ce test. Ouais, puis genre, si t'as une culture, par exemple, de ta config, tu peux faire, ça peut être intéressant de faire ça. Tu regardes la culture de ta config, et selon la culture de ta config, tu regardes le format des notes, tu regardes si on respecte le format. Ouais. De moi, ce que j'avais eu personnellement, c'était une valeur qui devait être positive en fait. Dans le sens, dans mon config, je voulais pas utiliser positive in parce que c'était dans le code de production. On avait une valeur qui, on savait, ne pouvait pas être négative en fait, parce qu'on l'envoyait à... et de mémoire, j'avais fait une validation justement qui disait oui, non, je vais... Non, tu me fais une erreur si la config est pas bonne. Donc je disais, attends, ce truc doit être positif. Et du coup, mon test plantait parce que lui, il essayait avec des chiffres négatifs, et forcément, ça marche pas. Et du coup, j'avais fait un wrapper de tout ça pour tester les valeurs, pour ignorer les valeurs négatives, quoi. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça pour l'instant? Voilà, ça va. Ouais, j'en ai un peu. Parce que du coup, là, ça peut rendre, donc si j'ai bien compris, le but, c'est un peu de tester les limites de notre code avec des données aléatoires. Le problème qui peut se poser, c'est lors du passage des pipelines, ça peut être du coup aussi aléatoire, c'est-à-dire que tu push, donc ça passe les premières pipelines, ça passe. Et par contre, au moment de mettre en prod, ça passe plus. Est-ce que c'est pas gênant ça dans le process de mise en prod? Je dirais que personnellement, je veux dire, je sais pas comment vous faites de votre côté. Personnellement, je génère des artefacts avec la build, et une fois que je génère les artefacts, je vais pas retester les artefacts. Donc, oui, aussi, on peut faire ça aussi, oui. Je veux dire, s'il serait retesté d'un certain côté, je serais content d'un certain côté, d'une certaine manière, d'avoir détecté les problèmes. C'est pas un problème que j'ai eu en pratique, en tout cas. Ok. Dans le sens, j'ai déjà eu des tests qui étaient un peu fusés, malheureusement, avec ça. C'était à cause de comparaison de float, en fait. Ou une fois, dans le sens où il y avait il calculait les floats et parfois, en fait, il se retrouvait avec
un problème de précision sur les floats en fait qui faisait que les valeurs étaient pas tout à fait égales au centième, bien loin après la virgule près quoi. Ok. Et du coup, de faire ça, ça apporte vraiment une valeur, je veux dire, par rapport à la limite, je pourrais faire un builder tu parlais d'objets complexes tout à l'heure, je pourrais faire un builder qui me mette des paramètres un peu par défaut, pour les données qui m'intéressent pas. Je considère que c'est mieux en fait d'avoir des valeurs aléatoires que des valeurs par défaut. Parce que en fait, le problème des valeurs par défaut, c'est que si ça se trouve, on loupe quelque chose en fait avec ces valeurs. Et on ne le sait pas. Et ça serait bien de le savoir. Si ça se trouve, en fait, cette valeur qu'on pense être juste mise par défaut est en fait la raison pour laquelle le test passe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Et si c'est la raison pour laquelle le test passe, il faut que ça soit écrit dans le test. Du coup, ta réaction dans ces cas-là, mettons, tu as un test qui passe pas parce que tu as généré une donnée aléatoire qui n'est pas bonne, donc ton test casse. Dans ce cas-là, si tu modifies ton test pour pas qu'il y ait cette donnée aléatoire, j'imagine, si j'ai bien compris. Par exemple, pour qu'elle soit positive, parce que tu veux pas de données négatives. Mhm. Et à côté de ça, tu dois rajouter un test pour les valeurs négatives, j'imagine. Ben, si tu veux tester les valeurs négatives, tu rajoutes un test pour les valeurs négatives, oui. Et ça paraît en effet être une bonne idée de le faire. Parce que oui, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire que sinon, tu modifies que ton code de test. Et... Sinon, je modifie que mon code de test. Bah, je veux dire, le code de test, c'est une partie du code importante. Hein. Ah oui, non, mais je dis pas le contraire, mais ce que j'ai tendance à penser que comment je veux dire, que le code de test est censé euh, apporter de la valeur au code de production. Donc, si tu Oui. modifies juste le code de test, le code de production ne change pas. Il n'y a pas de En soi, c'est juste un set de données où tu limites le nombre de données testées, quoi. Et dans ce cas-là, je vois moins la valeur que si, par Bon. exemple, bah, t'as un nombre négatif, tu t'aperçois que, ah oui, c'est une donnée auquel le code de production Oui. n'a jamais pris en compte, Oui. et que du coup, bah, c'est une bonne occasion de rajouter un code de production qui gère ce cas précis, quoi. Ça peut se tenter. Après, parfois, on a des cas en fait où on sait que ça va pas arriver. Truc tout court là pour le throw. Que c'est une règle métier de dire que le throw a toujours des valeurs entre 0 et 10 et que en fait le code de throws techniquement ne devrait jamais ne devrait jamais faire autrement. Ça me paraît pas déconnant. Et du coup, ne pas avoir rajouté les vérifications partout ne me paraît pas déconnant. Hmm. Mais si on considère que ça a du sens et que le test nous a permis de le savoir, c'est en effet quelque chose qu'il faudrait rajouter. Et en fait, pour Ouais, moi, ça va dépendre ça va être au cas par cas, ce genre de truc. ouais, ok. Ouais, ce qui me fait un peu peur, c'est justement de passer du temps finalement à régler des problèmes qui n'en sont pas. C'est-à-dire que bah, tu as une valeur qui est négative, Oui. mais tu sais que ça n'arrivera jamais. Du coup, en fait, tu perds du temps, ta pipeline, elle échoue, elle passe, elle échoue, tu corriges ton test, et au final, bah, tu as perdu du temps pour, au final, pas de valeur à ajouter au niveau de ton cas, quoi, Je parce vois ce que que de tu veux toute dire. Je vois façon, ce que ça tu veux n'allait dire. pas arriver. Je vois ce que tu veux dire. Il y a, je veux dire, c'est pour ça que pour moi c'est important d'avoir des bonnes contraintes et de pas tester. J'évite personnellement dans le cas là en fait personnellement c'est pour ça que je considérais que juste tester les valeurs positives et pas tout tester c'était ok Hmm. en fait. Ok, Et personnellement j'ai tendance à penser en fait que c'est mieux d'avoir des tests clairs qui documentent le comportement voulu du code en fait plutôt que des tests exhaustifs qui vérifient complètement que le code ne va pas passer. Ne va pas changer. C'est important que le code ne va pas changer, de vérifier qu'il n'y a pas de régression et tout. Mais d'un certain côté, en fait, je préfère que si c'est, en fait, pour moi, on devrait surtout tester les choses dont on veut que le comportement arrive, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. On ne devrait pas être là à se dire que rajoute, on teste des valeurs qui arrivent théoriquement. Voilà ce qui va se passer. C'est pas le but. Le but, c'est de documenter ce que fait le code pour moi. Documenter et de vérifier si ça le fait toujours. Mais si c'est pas quelque chose qui est voulu, si c'est pas une demande métier d'un certain côté,
bah, à ce moment-là, on n'aurait pas non plus à écrire de test pour ça, quoi. En fait, on s'en fiche de ce que ça fait à ce moment-là. Si on se fiche de ce que ça fait, on n'a pas à écrire de test, quoi. Hmm. Et ça, pour moi, c'est D'accord. quelque chose qui va dépendre au cas par cas pour les trucs. Ce que je pourrais dire, c'est quand même que si on se fiche de ce que ça fait, mais que, je veux dire, c'est quand même parfois bien d'être mis au courant de attention, il peut y avoir ce problème-là, même si c'est pour passer ensuite un peu de temps pour dire non, je sais que ça va pas arriver et de rajouter la contrainte, quoi. Hmm. Ok. Ouais, Ça- moi je vois pas mal l'intérêt pour par exemple, là, tu prends l'exemple de la config avec l'URL. Oui, Bon, bah, typiquement, c'est le genre de truc où bah, il y a beaucoup d'URL possibles, enfin, oui, avec plein de slash, machin, etc., auxquels on ne peut pas penser tout de suite. Et là, du coup, je vois l'intérêt dans le sens où bah, le truc va me proposer plein d'URL différentes. Et à un moment, si j'oublie, ah oui, bah, en fait, ma regex, je sais pas, elle prend pas en compte ce type ouais. d'URL-là. Eh bah, Après, ah oui, du coup, là, je ouais, peux modifier mon code métier pour m'adapter à ouais. ce que j'avais pas prévu. En vrai, on devrait utiliser un système.ui en .NET, hein, mais, Oui, après, c'était un exemple un peu oui, oui, bidon, mais oui, mais sur le principe, ouais, oui, générer les données valides de tout ça. Il y a les questions de, mais ouais, il y a globalement en fait je veux dire, j'ai l'impression personnellement que ça marche beaucoup mieux en fait avec des types plus génériques en fait, dans le sens où euh, si on utilise des types plus métiers en fait, on va plus pouvoir utiliser tout ce qui est arbitrary pour donner des valeurs plus précises de ce qu'on veut. Hmm. Et je considère que utiliser les types primitifs est quelque chose qui devrait être évité. Donc ça tombe bien. Euh, En gros, je veux dire, personnellement, je rêve d'un moment où on serait capable en .NET de pouvoir rajouter en fait. Imagine, je crée un type classe user et en fait, ce que je fais, c'est, je fais pas un int id, tu vois, je fais pas un string name, mais ce que je fais, c'est un user id et name. Et ça, c'est juste des records, tu vois, avec un seul champ. Mais derrière, quand tu le passes en JSON et en Entity Framework, je le gère complètement comme on pourrait s'attendre, quoi. Ou c'est juste un petit wrapper qui a un détail d'implémentation pour pas avoir de, pour pas mettre des tomates pour pas mélanger les torchons et les serviettes, quoi. Ouais, des value object, ouais. C'est ça, c'est ça. Et moi, en fait, ce que je voudrais, c'est pouvoir faire record name comme ça. Là, c'est un string value. Éventuellement, je voudrais rajouter peut-être une condition là, tu vois, dire que si la valeur est vide, c'est pas bien. Mais bon, je pense encore beaucoup à .NET. Ça va finir par arriver, j'espère, mais Hmm. en vrai, tout ça, c'est presque possible, hein, mais tout ce qui est création de validation et tout, c'est pas encore tout à fait ça, parce qu'en fait, tu vois, là, le constructeur il est public, du coup, t'as pas de vraie garantie, tu vois. Tu pourrais faire un constructeur privé qui retourne annulable, tu vois. Mais c'est pas super parce qu'on n'a pas encore exactement l'erreur. On pourrait thrower sinon, mais throw c'est pas super. Ou sinon on fait un try create et on fait un note peut-être. J'aime pas trop ce genre de truc. Ouais, moi, en général, j'utilise Destro, donc Oui, oui. Personnellement, je suis pas super fan des throws en fait. C'est quand même quelque chose de violent quoi, le throw. Par rapport à ce qu'on veut. Globalement, ce que je peux dire, c'est que sur les 3 projets que j'ai utilisés, c'est que c'était quand même quelque chose qui était assez intéressant dans le sens où j'avais l'impression d'écrire des tests bien écrits et qui correspondaient bien à ce qu'on voulait. Il y a quelques trucs à faire gaffe quand même, c'est faut faire gaffe avec ce genre de truc à pas réécrire l'implémentation à l'intérieur en fait.
Parce que Ouais, sinon c'est du code à ouais. maintenir en plus. Bah, c'est pas seulement du code à maintenir en plus, c'est que si tu veux maintenir, si ce que tu testes c'est la même implémentation qu'il y a dans ton code, en fait, Ça tu passe testes pas pas. vraiment, en fait. Ouais, Comme c'est des tests un peu plus compliqués, tu vois, si tu fais pas gaffe, tu vas te retrouver en fait à faire des tests qui seront toujours vrais en fait. Et c'est pas bien. ouais, Donc il y a quelques risques à ce niveau-là. Je dirais aussi que en fonction de la taille des objets, les messages d'erreur de FS-Check peuvent être compliqués à lire, malheureusement. Et mais que globalement, je trouve quand même que ça a été des tentatives plutôt positives. Dans le d'accord. sens où j'avais quand même l'impression que c'était bien. J'utilisais pas mal, j'ai pendant un moment donc Autofixer, qui pour moi aidait à peu près au même truc, mais et pour moi ils sont tous les deux pas mal. Hein. C'est juste que lui il met ça dans un cadre un peu plus formel où il répète les tests et tout, ce qui, je veux dire, autant quitte à générer des tests aléatoirement, autant les répéter quoi, je trouve. Je sais pas si ça a du Ouais, sens. ouais, ça a du sens. Euh, Ok. Un truc que je dirais, c'est que c'est FS Check, tu vois, là, ça fonctionne avec XUnit. J'ai tendance à penser peut-être que, notamment le fait que les properties sont un test, tu vois, c'est un peu dommage en termes d'usabilité du truc, quoi. Parce que tu Hmm. rajoutes des trucs que tu voudrais pas. Et que parfois on a l'impression que le truc est un peu forcé à l'intérieur. Au pattern d'Exunit pour lequel il n'a pas été fait pour à la base. Donc notamment en fait ça aurait été bien d'avoir une autre solution que de générer des classes, tu vois, pour générer les valeurs qu'on veut. Mais bon, ça Ouais, fait quand ok. même pas mal de taf, je trouve. Donc pour moi c'est aujourd'hui je considère ça comme une corde une corde qui peut être pratique quoi. Un truc à retenir quand on veut faire des trucs, quoi. Quand on veut faire des gestes. Ça peut être bien de se dire, est-ce que je peux en faire une règle absolue, quoi. Hmm. Ok. Mais pas trop, mais je pense que c'est une bonne idée de pas trop essayer parce que de pas trop forcer le trait en fait parce que il y a des risques quand on essaye trop de faire des trucs trop compliqués qui au final l'idée c'est pas de faire des gestes compliqués en fait. Oui, bah je crois que c'est pour ce pourquoi on bataille tous les jours. Oui, oui. Moi, personnellement, je considère que les tests compliqués sont. C'est mieux que pas. Je suppose que ça peut être mieux. C'est mieux que pas de tests, tu vois, mais quand j'arrive sur une base legacy avec des tests compliqués, je peux galérer. Ouais. Donc, C'est même décourageant au bout d'un moment. oui, oui, c'est un immense truc. Au final, pour moi, j'ai tendance à penser que c'est plus une description de ce que ça fait aujourd'hui, plus qu'une description de ce que ça devrait faire. Et que du coup, en fait, c'est un fixeur d'un certain côté qui ne sert que à empêcher le mouvement, parce qu'on sait que si ça bouge, c'est la merde. Et le problème, c'est que quand on développe souvent, on veut changer des trucs, et ce qu'on veut, c'est, ouais, Bon, c'est intéressant en tout cas. ouais, c'est un principe intéressant, je trouve. Ça vient beaucoup de programmation fonctionnelle, c'est pour ça que c'est FSCheck en fait, c'est pour F-Sharp. Il y en a d'autres qui existent, mais c'est quand même le plus, comment dire, le plus vieux. Et d'un certain côté, il était bien supporté par XUnit. Je ne sais pas si c'est le cas de l'autre, qui est, je crois que c'est Hedgehog. C'est ça. Parce que tu vois, ça a des coins, donc ça prend tous les points. Hmm.
j'essaye quand même... Parce que là, j'aime bien ce que je dis. Je dois avouer que j'étais resté sur du XUnit pour l'instant, c'est ce que j'ai... FSUnit, FScheck, parce que c'est ce que j'utilisais pour mes tests en fait. Donc ça avait un certain avantage à ce niveau-là. Et je savais pas comment ça allait fonctionner en fait avec XUnit. Ça a existé un peu plus tard, même si... En fait, un des problèmes de FSUnit aussi, c'est qu'en termes de... Tu vois, une librairie test, ça n'a pas besoin d'être mis à jour tous les 5 matins. Mais FScheck, notamment un truc chiant avec FScheck aujourd'hui, c'est que la version non bêta ne gère pas les tasks. Ah, Du coup, quand j'avais des tasks, en fait, j'étais obligé de faire des wait au lieu de faire des await. Tu vois, un point wait au-dessus ou un point result. hmm. C'est pas grave, mais c'est chiant quand même. Ouais, j'avoue que c'est un peu chiant. Ouais. Ouais. Et donc là, tu vois, le truc est en bêta depuis... Ouais. En fait, non, la deuxième bêta, tu vois, il est en... Ça fait 5 ans que la version... Bon, après, je veux dire, il y a une version 2.16 qui est sortie il y a pas très longtemps, tu vois. Le truc est pas abandonné. Mais Ouais. j'espère que la 3.0 va arriver bientôt, quoi. Vu qu'on est en bêta 2, ça devrait pas trop tarder, mais... je veux dire... j'ai l'impression mais bon. Celle-là va notamment gérer les tasks et tout. Ok. Donc, ouais, personnellement, je voulais pas. J'ai resté un truc assez proche de XUnit en fait. C'est pour ça que j'étais resté sur FSUnit.xunit, FScheck.xunit. Je dois dire, oui, que je ne sais pas. Oh! Je vais devoir me renseigner un peu plus sur Hedgehog parce que ça m'a l'air plus intéressant que ce que je pensais à la base. Je veux dire, si en plus il peut faire. Apparemment, il pourrait faire à la fois aussi du autofixer en fait. Il pourrait gérer les deux trucs. Donc c'est plutôt cool. Bon, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'intégration aux librairies comme XUnit. Et sinon, qu'est-ce que ça donne en C# en fait. C'est pour ça que j'étais resté sur XUnit. J'avais pas trouvé de Hedgehog. Tu vois, si je regarde Hedgehog. Ah, il y a un exemple pour XUnit, si. C'est magnifique. J'aurais dû regarder. Ouais, donc c'est pareil avec la première partie. Oui, ça c'était vraiment un petit... je voulais juste parler de tout ça en fait par rapport au fait que j'avais travaillé... J'ai utilisé sur mon boulot depuis novembre en fait, tu vois. Et je trouvais que ça pouvait être pas mal de faire un petit retour d'expérience. C'est pour ça que j'avais mis ça dans le titre du dojo en fait. C'est que je suis pas expert dans le domaine en fait. Mais je trouvais que c'est quand même quelque chose qui était intéressant à partager. Quoi. Ah bah carrément. En vrai, c'est un bon point de départ parce que enfin, ça fait réfléchir en tout cas. Tu te dis, il y a peut-être moyen voilà, de tester les cas limites d'une application. Et ça, en vrai, c'est pas mal. Ouais. C'était un truc à savoir, c'est que en parlant avec mon père, j'ai aussi appris que c'était beaucoup utilisé par tout ce qui est programmation bas niveau en fait, sous le terme de fuzz testing apparemment, je crois. Ah ouais? Oui. Et en fait, c'est vraiment l'idée pour eux, c'était vraiment l'idée de tester une boîte noire et de faire des tests de non-régression assez bas niveau, assez poussés en fait, pour détecter des trucs de sécurité et tout en fait. D'accord. Mon père est développeur C++ et donc pour tout ce qui est bas niveau, en fait, ils utilisent ce genre de trucs aussi pour tester les binaires et tout. Et de ce que je comprends, c'est vraiment deux communautés différentes qui sont arrivées à la même conclusion sur les mêmes problèmes. C'est fun. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pas le sujet. Ah ouais, désolé. Quelques fenêtres qui sont vertes. Ok, bah écoute, moi ça m'a super intéressé. Super. Je vais creuser ce sujet, je pense, de mon côté. Super. Ça me fait penser, qu'est-ce que vous avez eu le message sur Workplace à propos des formats de midi sur des sujets plus courts en fait?
Ouais, j'ai vu ça, ouais. Bah ouais, moi je trouve ça vachement intéressant. D'accord. Vous avez, j'avais vu qu'il y avait, de mémoire, je crois qu'il y avait toi qui avait dit que c'était intéressant, et j'avais pas l'impression qu'il y avait un sujet particulier qui t'intéressait, c'est ça? Non, mais en fait, moi c'est le concept que je trouve intéressant, Ouais. parce qu'en fait, on fait déjà à peu près ça chez mon ancien client, puisque je Mhm. viens d'arrêter, mais euh, et du coup, on faisait ça le midi, où par exemple, on présentait un sujet, alors dev ou on va dire autour du dev, Mhm. ça durait une demi-heure, tu fais une présentation. Ouais. Et puis après, bah, limite, tu as des petites questions-réponses, Ouais. débats, et puis Ouais. voilà, ça te fait réfléchir, Ouais. quoi. Pour Et moi, je trouve ça pas ouais. mal, moi. Pour moi, c'était vraiment l'idée que, tu vois, il y avait des trucs un peu comme ça, mais là, c'était un peu plus gros, du coup, ça passait, tu vois. De dire que Mhm. il y a des choses que je connais, qui me semblent intéressantes, et que ça serait bien de faire partager, même si j'ai pas une heure à passer dessus, en fait. Ouais. Ou éventuellement découper les sujets que je peux faire en plus gros, en fait, en plus petites parties. Le Mhm. truc tout court, type HTML, il y a plein de choses qu'on peut dire dessus, en fait. Il y a plein de trucs intéressants. Mais si on fait ça dans un truc d'une heure, ça va être très gros et ça va être aussi beaucoup de choses qui sont pas si liées ensemble entre que ça, quoi. Mhm. Ça Euh, peut être aussi un bon moyen de tester des sujets. Et tu te dis, OK, je teste une oui, demi-heure, je parle, j'introduis un sujet. ouais, Et si ça intéresse pas mal le monde, bah hop, oui, ça se transforme ouais, en kata ou en ouais, présentation plus ouais, c'est importante, quoi. ça. Aussi, oui. L'autre avantage, je trouve, en fait, c'est que pour moi, c'est important de. Si quelqu'un d'autre veut le faire, c'est aussi, je pense, c'est plus simple pour lui sur ce genre de format plus, comment dire, plus court, en fait. Mhm. Dans le sens, pour moi, en fait, d'un certain côté, ce que j'espère beaucoup avec ce genre de kata et tout, c'est d'avoir de la discussion et tout, et tout ça, tu vois. Euh, Bah carrément, parce que là, tu vois, ça pousse à réfléchir. Là, tu vois, tu as oui, présenté ton sujet, et puis oui, bah même si toi, bah finalement, comme tu l'as dit, tu n'en es qu'au début et que tu n'es pas un expert oui, encore, bah au moins ça fait réfléchir, et puis ça permet de le connaître, au moins le concept, quoi. oui. C'est quelque chose que j'entendais parler depuis pas mal de temps. J'en avais éventuellement fait quelques katas avec, tu vois. Mais j'avais jamais vraiment utilisé en production, quoi. Hmm. Et du coup, c'est intéressant de faire tout ça. Notamment que pour la petite histoire, sur le premier projet où je l'ai utilisé, j'ai eu beaucoup de problèmes, mais c'était des problèmes dus à la localisation qui étaient pas du tout concernés par les tests. Ah oui, merde. Mais bon. Euh, Bon, et voilà. bon Bon bah top. ben, ouais. Du coup, Merci. on s'arrête là? D'accord, ok.